Bonjour, aujourd'hui je vous lis quelques lignes de Simone Weil, à ne pas confondre avec la femme politique française. Il s'agit de la philosophe, née en 1909 et morte en 1943. Je vous dirai simplement qu'Albert Camus l'a définie comme le seul grand esprit de notre temps. Je vous lis ici un extrait de réflexion à propos de la théorie des quanta, parmi ses écrits sur la science publiés entre 1932 et 1942. On retrouve tout cela sur le site des classiques de l'Université du Québec. C'est le rôle différent de l'algèbre qui fait l'abîme séparant la science du XXe siècle de celle des siècles antérieurs. L'algèbre en physique ne fut d'abord qu'un procédé pour résumer les rapports établis entre les notions physiques par le raisonnement appuyé sur l'expérience. Procédé extrêmement commode à l'égard des calculs numériques nécessaires pour les vérifications et les applications. Mais le rôle de l'algèbre n'a cessé de croître en importance. Finalement, au lieu qu'autrefois l'algèbre constituait le langage auxiliaire et les mots le langage essentiel, c'est aujourd'hui exactement le contraire. Certains physiciens tendent même à faire de l'algèbre le langage unique, ou presque, de sorte qu'à la limite bien entendu impossible à atteindre, il n'y aurait plus que des chiffres tirés des mesures expérimentales et des lettres combinées en formules. Or ce ne sont pas les mêmes exigences logiques qui accompagnent le langage ordinaire et le langage algébrique. Les rapports entre notions ne sont pas reflétés tout entiers par les rapports entre lettres. Notamment des affirmations incompatibles peuvent avoir pour équivalent des équations qui ne le sont nullement. Quand, après avoir traduit des rapports de notions en algèbre, on manipule les formules en tenant compte seulement des données numériques de l'expérience et des lois propres à l'algèbre, on peut obtenir des résultats qui, une fois traduits à nouveau en langage parlé, heurtent violemment le sens commun. Il en résulte une forte apparence de profondeur, car les profondes méditations philosophiques ou mystiques comportent elles aussi des contradictions, des étrangetés et une difficulté insurmontable dans l'expression verbale. Pourtant, dans le cas de l'algèbre, il s'agit de toute autre chose. Si une pensée profonde est inexprimable, c'est parce qu'elle embrasse à la fois plusieurs rapports verticalement superposés et que le langage commun reflète mal les différences de niveau. Mais l'algèbre y est moins propre encore. Elle met tout sur le même plan. Démonstration, constatation, hypothèse, conjecture presque arbitraire, approximation, vue concernant la convenance, la commodité, la probabilité. Toutes ces choses, une fois traduites en lettres, jouent le même rôle dans les équations. Si l'algèbre des physiciens produit les mêmes effets que la profondeur, c'est seulement parce qu'elle est tout à fait plate. La troisième dimension de la pensée en est absente. Simone Weil nous explique ici qu'il est artificiel de traduire toute situation sensible, toute situation du monde, tout phénomène de la nature en équation algébrique, et que le glissement d'une traduction à l'autre, ne serait-ce que la logique interne de l'algèbre qui n'est pas la même que la logique interne des mots et de la pensée elle-même. Donc cette traduction
Cette traduction des chiffres en langage courant, en réalité ordinaire, nous amène à des erreurs monumentales, puisque la pensée est absente des équations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on abandonne toute réflexion et on laisse apparaître des liens de pure logique entre des équations qui n'ont sans doute ou peut-être aucune réalité véritable. Je reprends la lecture. Cette fausse profondeur a des effets bien plaisants, dont certains mettraient en joie Rabelais ou Molière. Car les philosophes, pleins d'un zèle respectueux, s'exténuent à interpréter ce qu'ils ne peuvent comprendre et à traduire les équations en philosophie. En général, les commentateurs profanes et même quelques savants cherchent avec une persévérance touchante la signification profonde, la conception du monde contenue dans la science contemporaine. Bien vainement, car il n'y en a pas. La science ressemble à cet égard à l'empereur du conte d'Andersen. 2 artisans lui promirent des vêtements faits d'un tissu invisible pour les sots, de sorte qu'il marcha nu dans les rues de sa capitale, sans que ni lui-même, ni aucun des spectateurs osât reconnaître qu'il était nu. Tout homme un peu cultivé craindrait de passer pour un sot en avouant aux autres ou à lui-même qu'il est incapable d'entrevoir la moindre signification philosophique liée aux innovations de la science contemporaine. Il préfère leur en inventer une, nécessairement très nuageuse. Le dernier livre de Planck, traduit en français sous le titre « Initiation à la physique », livre plus qu'aux 3/4 rempli de considérations philosophiques, a fourni une nouvelle illustration au conte d'Andersen. Car certains critiques, sur la foi de la renommée scientifique de l'auteur, ont cru voir dans ce livre une pensée profonde. Ils ont fait quelques citations pour appuyer leur jugement, et ces citations étaient des lieux communs d'une rare platitude. Si l'on faisait abstraction de la personne de l'auteur, ce livre serait à vrai dire, sauf quelques pages, presque vide d'intérêt. Tout ce qui s'y rapporte à la philosophie générale, Dieu, l'âme humaine, la liberté, la connaissance, l'existence du monde extérieur, est fort médiocre, généralement sensé mais banal, vague et superficiel. On y voit avec évidence que Planck n'était pas un grand esprit. On y voit aussi, chose fort piquante, que cet auteur responsable d'une si grande révolution était non seulement un fort honnête homme, mais aussi ce qu'on appelle un homme bien pensant, très attaché à la religion et à tout ce qui est par tradition objet de respect. Mais les pages véritablement précieuses de ce livre sont celles où Planck fait, naïvement et sans y penser, certains aveux qui donnent de singulières clartés sur le mystérieux processus d'élaboration de la science. Ils détruisent complètement le lieu commun, souvent répété par Planck lui-même avec emphase, selon lequel la science serait une chose universelle, planant au-dessus des savants de tout temps et de tous les pays. Voici quelques extraits de ces pages. Contrairement à ce que l'on soutient volontiers dans certains milieux de physiciens, il n'est pas exact que l'on puisse n'utiliser pour l'élaboration d'une hypothèse que des notions dont le sens puisse être défini par des mesures indépendamment de toute théorie. Planck continue, il n'y a absolument aucune grandeur qui puisse être mesurée directement. Une mesure ne reçoit au contraire son sens physique qu'en vertu d'une interprétation qui est le fait de la théorie. Même dans le cas des mesures les plus directes et les plus exactes, par exemple celle du poids ou de l'intensité d'un courant,
les résultats ne peuvent être utilisables qu'après avoir subi nombre de corrections dont le calcul est déduit d'une hypothèse. Planck nous dit ici, en fait, qu'aucune donnée, qu'aucune quantité mesurée ne parle d'elle-même, ne dit quelque chose d'elle-même, et elle doit être passée au filtre de l'interprétation de notre pensée, qui utilise une théorie. Et donc, ces données brutes elles-mêmes doivent être réajustées à cette théorie en permanence. Simone Weil continue de citer une autre partie du texte. Les formules suivantes sont plus révélatrices encore. Planck dit « Le créateur d'une hypothèse dispose de possibilités pratiquement illimitées. Il est aussi peu lié par le fonctionnement des organes de ses sens qu'il ne l'est par celui des instruments dont il se sert. On peut même dire qu'il se crée une géométrie à sa fantaisie. Avec des instruments d'une exactitude idéale, il peut, en pensée, exécuter les mesures les plus délicates et tirer de leurs résultats les conclusions les plus générales. Ces conclusions n'ont, au moins directement, rien à voir avec des mesures véritables. C'est pourquoi aussi, jamais des mesures ne pourront confirmer ni infirmer directement une hypothèse, elles pourront seulement en faire ressortir la convenance plus ou moins grande. Mais voici le plus beau. Les grandes idées scientifiques n'ont pas coutume de conquérir le monde du fait que leurs adversaires finissent par les adapter peu à peu et qu'ils finissent par se convaincre de leur vérité. Mais ce qui arrive le plus souvent, c'est que les adversaires d'une idée nouvelle finissent par mourir et que la génération montante y est acclimatée. Simone Weil reprend « Ainsi, les théories scientifiques disparaissent à la manière des modes masculines au XVe siècle. Les costumes style Louis XIII disparurent quand les derniers vieillards qui avaient été jeunes sous Louis XIII furent morts. Tout simplement. » Qui aura bien médité ces formules ne dira jamais « La science affirme que ». La science est muette. Ce sont les savants, aujourd'hui on dirait les scientifiques, qui parlent. Ce qu'ils disent n'est certes pas indépendant du temps, puisque de l'aveu de Planck, les partisans de telle ou telle manière de voir se taisent au moment précis où la mort leur impose le silence. Quant au lieu, il est vrai que les savants appartiennent à divers pays, mais les voyages, la correspondance, les communications sont si faciles et si rapides de nos jours en temps de paix, que les savants d'une même spécialité, quoique dispersés à travers le globe terrestre, constituent un minuscule village où tout le monde se connaît, où l'on est au courant de la vie privée de chacun, où circulent sans cesse des anecdotes qu'ailleurs on nommerait des cancans. Dans les villes où se trouvent plusieurs d'entre eux, ils se voient sans cesse, sauf s'ils sont brouillés, et leurs femmes même ne se voient guère qu'entre elles. Ce village est clos, on n'y pénètre pas du dehors. Eût-on étudié 20 ans les livres des savants, quand on n'est pas soi-même un savant par profession, on est un profane à l'égard de la science. Et les opinions des profanes n'ont aucun crédit dans le village, nul n'y porte la moindre attention, sinon parfois pour emprunter quelques formules qui plaisent et flattent. Un lecteur cultivé, un artiste, un philosophe, un paysan, un polynésien, sont tous au même degré, c'est-à-dire absolument en dehors de la science, et les savants même sont en dehors pour toutes les spécialités autres que la leur. On sort rarement du village. Beaucoup de savants,
leurs spécialités mises à part, sont bornées et peu cultivées. Ou s'ils s'intéressent à quelque chose en dehors de leur travail scientifique, il est très rare qu'ils mettent cet intérêt en relation, dans leur esprit, avec celui qu'ils portent à la science. Les habitants du village sont enclins à l'étude, brillants, exceptionnellement doués. Mais enfin, jusqu'à un âge où l'esprit et le caractère sont en grande partie formés, ils sont au lycée comme les autres et se nourrissent de manuels médiocres. Jamais nul ne s'est particulièrement attaché à développer leur esprit critique. À aucun moment de leur vie, on ne les prépare particulièrement à mettre le pur amour de la vérité au-dessus des autres mobiles. Nul mécanisme d'élimination ne fait d'une disposition naturelle en ce sens une condition de l'entrée dans le village. Il y a des mécanismes d'élimination au nombre desquels les examens et concours, mais ils ne portent pas sur l'intensité ou la pureté de l'amour pour la vérité. Cet amour, le goût de l'exactitude et du travail bien fait, le désir de faire parler de soi, la convoitise de l'argent, de la considération, de la réputation, des honneurs, des titres, les antipathies, les jalousies, les amitiés, tous ces mobiles et d'autres encore se mélangent chez les habitants de ce village, comme chez tous les hommes, en proportions variables. Ce village, comme tous les autres villages, est fait d'humanité moyenne, avec quelques écarts vers le haut et vers le bas. Il a des traits singuliers, ainsi le fait d'être périodiquement bouleversé par les changements de mode. Tous les 10 ans à peu près, une génération nouvelle s'y enthousiasme pour de nouvelles opinions. Comme ailleurs, la lutte des générations et des personnes y produit à chaque moment une opinion moyenne. L'état de la science à un moment donné n'est pas autre chose, c'est l'opinion moyenne dans le village des savants. Cette opinion, il est vrai, s'appuie sur des expériences, mais il s'agit toujours d'expériences exécutées dans ce village, sans aucun contrôle extérieur, avec des appareils coûteux et compliqués qui ne se trouvent que là. Expériences préparées, recommencées, rectifiées par les seuls habitants du village, et toujours interprétées par eux seuls, et cela avec une liberté dont les phrases de Planck citées plus haut donnent la mesure. Il n'est donc pas vrai que la science soit une espèce d'oracle surnaturel, source de sentences différentes certes d'année en année, mais nécessairement de plus en plus sage. Car c'est ainsi qu'on se la représente communément aujourd'hui, et l'ivresse que nous éprouvons à crier « la science dit que » n'est même pas refroidie par la certitude qu'elle ne le dira plus dans 5 ans. On croirait, à cet égard comme à plusieurs autres, que l'actualité a pour nous valeur d'éternité. Paul Valéry, lui-même, a parlé plus d'une fois de la science conformément à la superstition commune. Quant aux savants, ils sont bien entendu les premiers à faire passer leurs propres opinions pour des sentences dont ils ne seraient pas responsables, dont ils n'auraient à rendre aucun compte, émanées d'un oracle. Cette prétention n'est pas tolérable, car elle n'est pas légitime. Il n'y a aucun oracle, mais seulement les opinions des savants, lesquels sont des hommes. Ils affirment ce qu'ils croient devoir affirmer, en quoi ils ont raison. Mais ils sont eux-mêmes les auteurs responsables de tout ce qu'ils affirment, et ils en doivent compte. Ils ne rendent pas ce compte, mais ils ont tort. Ils se font tort d'abord à eux-mêmes, car ils ne le rendent pas non plus à eux-mêmes. La suite au prochain épisode. N'hésitez pas à lire ce texte. Réflexion sur les cantats, sur la science, qu'on trouve sur le site uqac.ca. À bientôt.